Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Et je pense que le corps et les lieux, ça marche ensemble en fait, parce que mes personnages sont rarement des purs esprits ou des entités psychologiques extrêmement posées. C'est plutôt des êtres qui sont raccordés au terrain. Une écriture très physique et sensorielle, qui saisit les corps dans l'espace, c'est l'une des caractéristiques de la plume singulière et marquante de Maëlys de Kerangal. Parmi ses romans, dont le premier « Je marche sous un ciel de traîne » est paru en 2000, il y a Naissance d'un pont, récit à la fois intime et choral du processus de construction industrielle d'un viaduc moderne qui a reçu le prix Médicis en 2010. Mais aussi Réparer les vivants, superbe roman qui nous emmène dans une autre aventure collective et intime, celle d'une transplantation cardiaque, et qui a reçu pas moins de 10 prix littéraires et a été adapté au cinéma. Dans tous ces textes, Maëlys de Kerangal investit ses sujets avec la précision du documentaire. Sa phrase ample unit et fait exister différents champs lexicaux, différents niveaux de langage, tout en révélant leur dimension poétique. Nous l'avons reçu à Dialogue à l'occasion de la parution de son nouveau roman, Jour de ressac, qui est peut-être son livre le plus personnel. Pour la première fois, il est porté de bout en bout par une narratrice qui s'exprime à la première personne, et il contient en son cœur la ville du Havre, dans laquelle Maëlys de Kerangal a grandi. Et dans ce double épisode des Éclaireurs de Dialogue avec Maëlys de Kerangal, nous commençons justement par évoquer son enfance et la place qu'y tenait le livre, avant de découvrir son parcours et de plonger dans son œuvre. Bonne écoute. Bonjour Maëlys de Kerangal et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Alors nous vous accueillons aujourd'hui à la librairie Dialogue à l'occasion de la parution aux éditions Verticales de votre roman Jour de ressac. Un très beau roman écrit à la première personne qui commence comme un polar, puis navigue entre roman noir et roman introspectif et érige en véritable personnage la ville du Havre où vous avez grandi. Et dans l'entretien à suivre, nous allons échanger ensemble sur votre parcours d'écrivaine et la façon dont vous creusez le sillon de l'écriture de livre en livre. Alors pour commencer, j'aurais souhaité revenir à votre enfance, dans la ville du Havre, donc, et à la place que tenait la lecture et peut-être l'écriture dans votre vie à ce moment-là. Est-ce que vous sauriez nous dire dans quelle mesure ce temps de l'enfance a constitué un creuset pour l'écrivaine que vous êtes devenue et contenait déjà en germe votre rapport singulier aux mots ? Je crois que le temps de l'enfance, il est le creuset pour beaucoup de choses en fait. Et pour moi, cette affaire de lire particulièrement, je pense que j'étais une enfant très lectrice. J'ai lu beaucoup très tôt. Très tôt, j'ai pas su lire tôt, mais en fait, j'ai été assez tôt une enfant avec des livres en fait. Je crois que j'aimais énormément les contes. J'aimais énormément les récits de mythologie. J'étais assez bercée là-dedans. J'étais aussi une enfant qui aimait ce qu'il y avait dans la lecture qui était le soir, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'était aussi très lié au moment de la journée. Et l'idée de lire le soir, l'idée que le soir soit long, de le faire durer, l'idée d'avoir une vie à soi le soir. Enfin, pour moi, je pense que c'est assez lié à tout ça. Il y avait des livres chez moi. Mes parents n'étaient pas de grands lecteurs, comme on dit. Mais bon, je sais pas très bien ce que c'est que des grands lecteurs. Est-ce que ça veut dire qu'on lit des livres très difficiles ou est-ce que ça veut dire qu'on en lit beaucoup ? Mais en l'occurrence, ils étaient plutôt des lecteurs de nombreux livres. Il y avait mon père aimait beaucoup lire et ma mère aussi. Elle a été à un moment donné bibliothécaire dans une association. Donc en fait, c'est aussi une maison où il y avait un rapport quand même au livre, un rapport à la lecture et à l'aspect assez... je dirais, quelque chose qui pouvait nous relier les uns aux autres. C'est-à-dire dans l'idée de se parler des livres que l'on lisait, l'idée de les partager,
Moi, j'aimais beaucoup entendre les adultes se raconter les livres. Voilà, je pense que ça a eu une importance. C'était quelque chose qui avait de l'importance. Ouais. Et l'écriture ? Et l'écriture, pas tellement, je crois pas tellement. Je me souviens de premiers petits textes que j'ai pu écrire en 6e, et puis ces moments où l'on essaye un peu d'écrire soi, mais franchement, je pense que ça a été quand même très longtemps lire qui était toute l'affaire, en fait. Hein. L'écriture, je suis venue à l'écriture assez tard, vraiment. Le moment où je me dis que je vais écrire... alors quoi, je ne savais pas bien, mais c'était immédiatement quand même de la fiction, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est un temps qui arrive, j'ai presque 30 ans déjà. Mais entre cette enfance et ces 30 ans, il y a eu un peu une vie de livre quand même, une vie où mes études, ma formation, puis mon métier me mettaient en présence de l'écrit, de textes à commander, à réécrire, à informer, à produire. Voilà, c'était quand même, même sur un plan plus documentaire, plus professionnel, il y a eu ça quand même dans ma formation. Oui, parce que donc, après votre bac, vous quittez le Havre, vous suivez des études d'histoire, de philosophie et d'ethnologie, et puis vous débutez une aventure éditoriale. Vous serez notamment éditrice de guides de voyage chez Gallimard. Cette expérience, de quelle manière est-ce qu'elle a nourri votre façon de travailler pour vos romans, qui comprend pour chaque livre une phase importante d'exploration et de documentation ? Oui, alors ça, c'est un truc assez étonnant. C'est assez récemment que j'ai commencé à faire le lien entre cette période où j'étais éditrice de guides de voyage et mes propres livres qui sont venus ensuite. J'avais pas vraiment relié ces deux temps et la nature de ces deux activités. Et en fait, je pense aujourd'hui qu'il y a quelque chose comme une espèce d'écho de l'un à l'autre, c'est-à-dire en fait surtout de mon travail fait écho à ce métier d'éditrice de guide, dans la mesure où il est quand même question effectivement d'une littérature de terrain, souvent avec une forme d'enquête, l'idée d'une exploration, vous l'avez dit, l'idée de se rendre sur place. Quand on travaillait sur les guides, il y avait l'idée quand même d'entrer, de pénétrer un réseau associatif des gens qui étaient des experts, des spécialistes, des sortes de fixeurs, et qui produisaient des informations, enfin nous délivraient des informations très précises, très, très détaillées. Je pense que j'avais vraiment le goût de ça, et je pense que ce goût-là se retrouve dans mes textes, le rapport au lieu, le rapport quand même à la question de la connaissance, l'idée que l'écriture est toujours... voilà une espèce de lentille posée sur le monde qui peut permettre d'accéder à des formes de connaissances et des formes de savoir. C'est pas complètement pareil, mais je dirais pas des savoirs constitués forcément, mais une connaissance qui parfois touche au merveilleux, des choses comme ça. Je trouve que bon, ça, j'ai ça, le rapport à la carte, le rapport au paysage, et puis voilà, une espèce de goût du détail, de la précision qui, je pense, me vient un peu de là, ou en tout cas que j'ai importé dans mon travail d'écriture après l'avoir traversé quand j'étais éditrice. C'est en 2000 que paraît votre premier roman, Je marche sous un ciel de traîne, aux éditions Verticales. Et puis suivront notamment Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, qui reçoit le prix Médicis en 2010, et Réparer les vivants, qui rencontre de très nombreux lecteurs, reçoit 10 prix littéraires, est adapté par la suite au cinéma. C'est aussi le cas de Corniche Kennedy et bientôt de Naissance d'un pont. Tous ces romans, ils nous embarquent dans des univers différents. Et vous parliez tout à l'heure de connaissances. En effet, on pénètre dans ces mondes, on apprend beaucoup. Ils se répondent aussi par plusieurs aspects, à commencer par votre écriture, qui est portée par une phrase ample, qui est une écriture aussi très sensorielle, une écriture du mouvement, qui fait place au corps, aux gestes, aux voix, et qui fait exister les personnages et les scènes grâce à cette attention au détail dont vous parliez. Cette question du corps dans l'écriture, comment est-ce qu'elle s'est imposée à vous ? Est-ce qu'elle est venue comme une évidence quand il s'est agi de faire vivre des personnages ? Et quel rapport aux personnages est-ce que cela crée ? En fait, elle s'est imposée avec... Il y a eu un tournant avec Corniche Kennedy. Je pense que Corniche Kennedy, c'est vraiment
le roman des corps avec l'adolescence qui est le temps du corps en puissance, on pourrait dire, même s'il y a aussi l'idée du corps fragile de l'adolescent. Mais voilà, c'est un corps en mutation qui se découvre en tant que corps, la découverte du désir, etc. Ça me touchait énormément. Et je pense qu'à ce moment-là, alors c'était initié un peu avant dans Ni Fleur ni Couronne, mais là, ça prend, je veux dire, ça s'établit en fait dans l'écriture. Et je pense que ce rapport au corps, il se déboucle et il se déploie parce que je commence à instaurer, à me focaliser sur des lieux. Parce qu'en fait, la focalisation sur un lieu dans le roman, elle permet justement de peupler ces lieux de corps, de les faire venir et de travailler une écriture de l'espace, une écriture de l'attention, des espaces qui sont sensoriels, où des présences physiques peuvent être décrites, peuvent être mises en mouvement. C'est une littérature quand même du mouvement. Et voilà, et ça, je trouve que ça, c'est important pour moi. Et je pense que le corps et les lieux, ça marche ensemble, en fait, parce que mes personnages sont rarement des purs esprits ou des entités psychologiques extrêmement posées. C'est plutôt des êtres qui sont raccordés au terrain. Dans Cornish Kennedy, ils naissent quasiment du périmètre ou de roches, de mer aussi, où ils s'ébattent. Vous voyez, les personnages, on a l'impression qu'ils sont comme ces histoires de gargouilles de chair, quoi. Ils sortent littéralement, ils prennent forme littéralement dans les lieux. Et ça, je pense que ça me plaît beaucoup. C'est l'idée des personnages qui sont justement pas des personnages hors sol, mais des personnages raccordés à des réalités physiques et sensorielles extrêmement concrètes. Et ça, c'est quelque chose que je peux attraper, que je peux saisir, je pense. Le premier livre de Maëlys de Kerangal que j'ai lu, c'est Réparer les vivants. Et je me souviens, dès les premières pages, d'avoir été éblouie par l'écriture, son rythme, sa précision, ses phrases amples. Réparer les vivants, c'est une histoire à la fois intime et collective. Un roman qui naît d'une tragédie, la mort cérébrale d'un jeune homme de 19 ans, Simon Limbre, et qui nous emmène de la mort vers la vie à travers le récit sur 24 heures d'une transplantation cardiaque. Dans le roman, Maëlys de Kerangal insiste sur la double dimension du cœur. C'est à la fois un organe qui donne vie et le lieu de tous les affects, boîte noire des sentiments. Et cette double dimension est très présente dans l'écriture du livre, qui réunit à la fois toute la douleur, l'émotion, l'affect, le désespoir et l'espoir que contient une telle histoire, mais aussi la précision, la technicité, du langage médical notamment, et les questionnements sociétaux indissociables du don d'organes. C'est aussi un texte dans lequel le chant a une grande importance. Le récit est ainsi porté, à l'image d'une tragédie antique, par un chœur de personnages, une chaîne humaine qui va graviter autour du cœur de Simon Limbre. Chacun de ces personnages porte un nom qui ramène au chant lexical des oiseaux. Et parmi eux, il y a Thomas Rémige, l'infirmier coordinateur qui orchestre la transplantation et est le lien entre tous les protagonistes du roman. Et il est aussi un chanteur lyrique, dont le chant va accompagner Simon jusqu'à la fin. Thomas Rémige, c'est lui qui en quelque sorte va contrôler le rythme du roman. Et ce rythme, justement, on pourrait le comparer à celui d'un cœur. Un rythme fait de pulsations, d'accélération, de flux et de reflux. Un rythme qui peut aussi ressembler à celui d'une vague, une immense vague dont les ondes vont résonner tout au long du roman et bien après sa lecture. Ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, depuis que sa cadence s'est accélérée à l'instant de la naissance quand d'autres cœurs au dehors accéléraient d'eux-mêmes, saluant l'événement, ce qu'est ce cœur, ce qui l'a fait bondir, vomir, grossir, valser léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qui l'a étourdi, ce qui l'a fait fondre, l'amour, ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce qui l'a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de 20 ans, personne ne le sait au juste. Seule une image en mouvement créée par ultrasons pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre,
Seul le tracé papier d'un électrocardiogramme déroulé depuis le commencement pourrait en signer la forme, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite, l'énergie prodiguée pour se comprimer plus de 100 000 fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à 5 litres de sang. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations, quand le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, lui, échappe aux machines. Nul ne saurait prétendre le connaître. Et cette nuit-là, nuit sans étoiles, alors qu'il gelait à pierre fendre sur l'estuaire et le pays de Caux, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises, alors que le plateau continental reculait, dévoilant ses rayures géologiques, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui lentement se recharge, un pouls probablement inférieur à 50 battements par minute. Quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnets luminescents sur l'écran tactile les chiffres 05, 50, et quand soudain tout s'est emballé. C'était les premières pages de Réparer les vivants, lues par Maëlys de Kerangal. Il y a le rythme de la phrase et il y a le rythme, le mouvement du roman aussi, qui est propre à chacun de vos romans, je dirais. Dans Réparer les vivants, par exemple, on avait un rythme qui pouvait ressembler au rythme d'un cœur ou au rythme d'une vague aussi. Ouais. Dans Un monde à portée de main, on était plus dans un tourbillon. Oui, tout à fait. Dans un Jour de ressac, éblouissement. on a vraiment l'idée du ressac, avec un mouvement de va-et-vient très fort. Et ce rythme, on le sent dès le début du roman, souvent dès la scène d'ouverture. Vous écrivez souvent des scènes d'ouverture qui contiennent en elles absolument. les mouvements du roman. Oui, je travaille beaucoup ça. C'est très important pour moi comment on rentre dans un livre. Moi-même, je mets beaucoup de temps à rentrer dans un livre, au sens où j'aime que ce temps d'apprivoisement, de désir aussi se dure. Ça me prend du temps et j'aime que ça me prenne du temps. Les entrées dans les livres demandent un certain travail. Pour moi, c'est vraiment la scène d'ouverture. C'est vraiment le mot ouverture. Le livre s'ouvre et il y a une scène qui s'ouvre. C'est même assez ritualisé, c'est même assez théâtralisé souvent. Je pense à Un monde à portée de main, l'escalier en colimaçon. On va descendre dans le temps, c'est le temps des grottes. On voit bien que c'est une espèce de pas de vis qui va creuser des couches sédimentaires. Il y a ces scènes d'ouverture et je trouve que elles contiennent aussi une forme de l'énergie du livre, peut-être sa note aussi. Dans Jour de ressac, c'est un peu particulier parce que le démarrage, c'est un démarrage avec une intensité plutôt de roman policier. Enfin, je dirais presque plus de roman noir. Enfin, très très vite, c'est du roman noir plus que du policier. Parce que tout de suite, l'écriture, elle n'est pas complètement directe, on voit très bien, mais bon, ça compose un peu avec ces deux genres, et puis après, ça devient autre chose, mais il y a quand même une écriture avec un jeu narratif qui ouvre le livre, et il y a cette histoire vous concernant, donc il y a ce vous qui est tourné vers le lecteur, que ça concerne, enfin, comme le concerne un mort trouvé sur une plage. Vous voyez, cette idée d'être concerné aussi par le monde dans lequel on est. Et voilà, et ces scènes-là, pour moi, elles demandent un travail particulier qui est celui de, vous dites, de l'ouverture, où l'on expose un petit peu, même si c'est, pour le coup, dans ce livre-là, ça dérive ensuite. Je trouve qu'il y a quand même, dans cette scène de départ, avec l'arrivée de Blaise, avec cette femme avec son sac, et ce sac qui est lourd, et dans le sac, il y a le ressac, et il y a le ressassement, et immédiatement, elle se tourne un peu vers... elle regarde un peu les hommes qu'elle connaît. Est-ce que ça peut être l'un d'eux ? Enfin, il y a immédiatement un retour sur elle, et elle est saisie comme ça dans un temps très bref de l'appel téléphonique qui vient fendre finalement la continuité du jour. Et pour moi, ça, c'est une scène d'entrée, quoi. Parmi les scènes d'ouverture des romans de Maëlys de Kerangal, il y en a une qui m'a particulièrement marquée. C'est celle d'Un monde à portée de main.
Le mouvement du roman, c'est un tourbillon, et dans cette première scène, une jeune fille apprêtée dévale un escalier en colimaçon, un soir, avant de sortir dans le monde. Et en quelques lignes, le personnage se met à exister pour nous lecteurs. Ce personnage, c'est Paula Karst, jeune fille flottante qui va apprendre à voir et habiter le monde au cours de 7 années de formation, de ses 20 à ses 27 ans. Et avec elle, grâce à elle, nous pénétrons un monde au langage très spécifique, celui des peintres en décor, des copistes, qui reproduisent les matériaux qui composent le monde. Avec le personnage de Paula, c'est un roman initiatique que Maëlys de Kerangal nous livre. À ses côtés, on vit des années de formation à la fois passionnantes et douloureuses, dans lesquelles le travail prend toute la place et n'a pas de limite. Il s'agit aussi pour Paula de forger son regard et d'apprendre à voir au-delà de ce qui est visible. Et au fil de la lecture, on peut d'ailleurs voir des analogies entre le peintre en décor et le romancier, qui chacun avec son art tendent à reproduire le réel, à le faire exister. Dans un monde à portée de main, il y a aussi un autre fil qui tient le livre à bas bruit, celui d'un amour qui advient. Et comme toujours, dans les romans de Maëlys de Kerangal, il y a une langue vivante et composite qui unit la technique et le poétique et qui fait aussi exister le langage contemporain d'une jeune fille d'aujourd'hui. Votre écriture, elle est extrêmement ouvragée. C'est très construit au niveau des termes que vous employez, c'est aussi dans la phrase, la façon dont c'est construit, c'est très conscient. Est-ce que pourtant il y a des moments où on se laisse embarquer dans le flux de l'écriture Oui, plutôt. Je dirais c'est pas ça tient de l'ouvrage. Oui, c'est ouvragé. Il y a des moments en tout cas où elle est très investie. Je pense toujours au moment de description. Il y a quelque chose, j'ai un goût pour parfois un mot extrêmement précis, donc qui fait peut-être un grain dans une phrase plus simple, de jouer sur des registres où il y a aussi pas mal d'oralité, pas mal voilà, c'est vrai que le livre précédent était hyper dense avec des moments plus documentaires, avec la collection de les mots, c'est pas tellement le pinceau, c'est le monde de tous les pinceaux, c'est pas tellement le bleu, c'est le monde du bleu, et que quand on dit bleu, il y a toute une histoire que j'avais envie de raconter par rapport à cette couleur, par exemple. Donc d'où elle venait, comment on allait les chercher. Je me souviens de ces pages, elles étaient assez... Voilà, c'est des pages qui sont très digressives, où on part de très loin, en fait, pour arriver à l'idée qu'on essaye de peindre un ciel dans une chambre de bébé. Et j'aimais bien ça. La pièce à peindre est située au premier étage sur cour. L'étroite fenêtre obscurcie à toute heure du jour par un pan de mur noir et suintant, mais c'est bien là, dans cet endroit terne, confiné, qu'elle retrouve son tempo, règle sa respiration, revisite sa musculature, et ceux qui la regardent à cette heure, la grosse tourterelle descendue en vol spiralé dans le puits de l'arrière-cour, la vieille dame chauve collée au carreau d'en face, la lycéenne qui évalue le temps qu'il fait à l'instant de choisir son pull, sont frappés par l'expression de son visage, par sa figure impassible quand le reste de son corps, lui, est entré en action, comme si elle avait déclenché un processus que rien ne saurait interrompre avant que soit accomplie la dernière opération. Chaque mouvement logé dans celui qui le précède, chaque geste découlant de la chaîne tout entière. Elle commence par préparer les lieux, étale à 4 pattes la bâche de plastique sur le parquet, puis, grimpée sur l'escabeau qu'elle déplace mètre à mètre le long des murs, déroule un ruban de masquage sur les angles du plafond. Opération fastidieuse censée garantir des finitions nettes. Une fois que tout est prêt, elle accroche le pot de blanc contre les montants de l'échelle à l'aide d'un fil de fer, se hisse sur le dernier barreau et démarre l'application du fond en 2 couches, au rouleau, la nuque renversée, songeant à ce ciel qu'elle va peindre, à cette zone diaphane, gazeuse, à la limite de la transparence, et qui diffusera dans un jeu de reflets une lumière radiante dont nul ne saura situer la source. Elle imagine ce ciel à la fois immatériel et palpable, qu'elle ponctuera d'un nuage prosaïque et tendre. Voilà ce que je vais lui faire à ce petit bébé-là.
J'aimais bien cette espèce de tension aussi, parce que je pense que c'est dans ces moments d'écriture, j'ai la volonté finalement de résister à une littérature standard, en fait. Et je vois bien que mon écriture, elle est plus hérissée, elle est plus bizarre. Et je pense que ça a pris des allures un peu de manifeste avec Un monde à portée de main. Et là, c'est un peu plus calme, mais évidemment que ça subsiste. Il y a aussi une grande musicalité dans l'écriture. En quoi est-ce qu'il est important qu'elle sonne, la phrase, et comment est-ce qu'on la fait sonner ? Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Alors, je pense que c'est en écrivant à la première personne, on perd en moyens narratifs, en possibilités de narration. On ne peut pas faire ce qu'on veut si on est dans un cadre réaliste, comme c'est le cas là. Mais on gagne en vocalité, on gagne en présence, on gagne en intériorité. Et la vocalité, c'est quand même ce que je cherchais dans ce livre. C'est qu'on entende quand même cette femme, qu'on entende sa voix, qu'elle soit dressée, qu'elle existe dans sa voix. Hein. J'ai reçu l'appel à telle heure, etc. On commence avec son jeu à elle. Le livre s'ouvre là-dessus et je trouve que voilà, la question de la voix qui quand même m'occupe pas mal. Et dans ce livre où justement cette femme est doubleuse, c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas nommée, elle fait ce métier de doubleuse. Voilà, je trouve que c'était assez intéressant. Alors la question de la musique, à mon avis, je dirais pas forcément musique, mais évidemment le rythme, la cadence, les assonances. Qu'est-ce que le son du livre ? C'est quoi son grain sonore ? C'est quoi son flow, on pourrait dire et ça, évidemment, ça c'est une question pour moi qui est très au centre de mon travail, en fait, qui implique voilà, ces moments où on lit à voix haute, où on essaye de caler la phrase à haute voix, des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi l'idée que bien qu'on lise en silence désormais de plus en plus, j'ai envie quand même de produire une langue qui puisse avoir une empreinte sonore pour moi-même et puis pour le lecteur, une empreinte réellement, vous voyez, comme on pourrait dire que l'écriture produit des images. Moi, j'ai assez envie qu'elle produise cette forme d'empreinte sonore. Oui, c'est très important pour moi. Ça me manquerait énormément pour moi si je la sentais pas. Et dans ce livre, je trouve qu'elle est là beaucoup, dans Jour de ressac, comme dans les autres. Mais dans celui-là, comme c'est un livre personnel aussi, c'est un livre assez libre. Voilà, il y a une façon de... Je trouve que c'est une voix qui est plus en liberté, de fait. Je trouve que le son du livre est un son qui est plein de vent, qui est porté par les éléments. Donc la phrase elle-même est portée par les éléments. Et voilà, ça dit quelque chose de la tonalité, de la physionomie auditive, je ne sais pas comment on pourrait dire, du livre. Et c'est sur cette description de l'empreinte sonore de Jour de ressac que se termine ce premier épisode de notre podcast avec Maëlys de Kerangal. À suivre donc dans un deuxième épisode dans lequel nous plongerons dans ce roman, qui est sans doute le livre le plus personnel de Maëlys de Kerangal et qui commence comme un polar. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 19 mars pour le découvrir. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.